Mbongeye, mbongeye, mbongeye kabulu china yo mbongeye. Mbongeye, mbongeye, mbongeye kabulu china yo mbongeye. C'est une déformation du mot Ongali. Qu'est-ce qu'il fallait en faire? Comme à Kinshasa. Parce qu'on était venu à la ville de Maman. C'était Maman. Bonjour. Comment? Ça va? Moi, je voulais savoir comment ça se passe dans ces contrats. Avec les ressortissants de Lusaka, à Brazzaville, ils avaient tendance à exercer les mêmes activités que ceux de Quand ils sont arrivés à Brazzaville, un petit nombre par les amis de la plateforme. La plateforme,
c'est là où Tata Chibambelela Bernard était président d'honneur. Le baron Philippe Mijili Kwaoku, ils ont noté Tata Chibambelela, Seigneur Gachel Kutela, Mobongo Diabakongo, Iwisa, Nsala Sami, Kirikilombe de Dame. Donc cet après-midi, le président du bureau exécutif de la plateforme, assisté du premier vice-président et du président de la commission des piliers de la plateforme. Nous le suivons tout à l'heure dans des évocations qui vont nous dire. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole en tant que président du bureau exécutif de notre plateforme. Je prends la parole en ces lieux chargés de souvenirs dans cette parcelle où nous tenions parfois les réunions de la plateforme. Cette parcelle qui appartenait ou qui appartient au ministre Bernard Chibambelela, aujourd'hui devenu, le temps de cette veillée, un sanctuaire de mémoire et de recueillement. Nous sommes ici réunis dans le cadre du focus Wumbongi de la mémoire organisé par la plateforme sur l'histoire de Bakongo pour honorer la vie, l'œuvre et l'héritage d'un homme qui fut non seulement un fils éminent de Bakongo, mais aussi l'un des piliers les plus solides de notre plateforme. Le ministre Chibambelela n'était pas seulement un homme d'État respecté ou parlementaire. Il était pour nous un guide, un gardien de la mémoire, un témoin vivant de l'histoire de Bakongo. Dès les premières heures de la création de notre plateforme, il s'est investi avec conviction, sagesse et générosité. Il a inspiré notre démarche, orienté notre réflexion, enrichi notre contenu et toujours rappeler que l'histoire ne se fabrique pas, se respecte et se transmet. Ce soir, en ces lieux qui portent encore l'écho de sa voix et la chaleur de sa présence, nous voulons lui rendre hommage dans la tradition d'Umbongi, ce cercle symbolique de la communauté où la parole est partagée. Nous voulons témoigner de sa contribution essentielle à notre cause, mais une mémoire active, parlante, éclairante pour les générations présentes et futures. Que ce moment soit un espace de paroles libres, d'émotions sincères et de transmission fidèle. Qu'il soit aussi une promesse collective, celle d'assaisonner et de poursuivre le travail commencé, de faire vivre les valeurs qu'il a incarnées et de garder vivante la mémoire de celui qui fut pour Bakongo et pour nous tous une boussole, un pilier. À sa famille, nous exprimons notre solidarité profonde. À sa mémoire, nous disons notre gratitude infinie. Un appel que l'esprit de Bernard Chibambelela, au cours de ces focus Bongi de la mémoire, application majeure de notre histoire commune et la profondeur de l'héritage que nous laisse le ministre Bernard Chibambelela.
La première communication sera présentée par M. Jean-Jacques Samba à ma droite, premier vice-président de la plateforme, qui reviendra sur l'importance du parcours et de l'engagement du ministre Tshibambela dans la construction de notre mémoire collective. La seconde communication sera assurée par M. Florent Balandagno, à ma gauche, président de la commission thématique Histoire et origine de Bakongo de la plateforme, qui nous entretiendra sur le thème le Mbongi du village à la cité, un sujet au cœur de notre démarche, car il renvoie à la manière dont nos traditions de parole, de coupe et de transmission se réinventent dans l'espace urbain d'aujourd'hui. Je veux dire en passant que nous sommes en train de préparer un vade-mecum qui va donner tous les renseignements sur l'histoire de Bakongo par thème. Et M. Florent Balandagno s'occupera et est chargé de développer le thème Histoire et origine de Bakongo. Ces deux communications seront entrecoupées par des récits et anecdotes que le ministre Tshibambela lui-même aimait partager, avec verve, mémoire et émotion. Nous évoquerons notamment la glacière, ma glacière. La glacière, la défunte forêt qui avait été assassinée au profit d'une urbanisation qui se développait, plutôt conquérante de Bakongo, l'actuel quartier OCH. La manière dont il savait faire dialoguer la petite histoire avec de raconter notre quartier. Nous parlons de regretter Tshibambela. Donc échange sur les lieux emblématiques, ses évolutions et ses visages. En lui rendant hommage, c'est toute une généalogie de savoir, de récits et de valeurs que nous ravivons aujourd'hui. Et c'est ensemble, dans le respect, l'écoute et la fraternité, que nous lui dirons merci. Voilà ce que nous avions à dire en introduction et je vais passer la parole. C'est le cœur serré que je vais prendre la parole ici parce que j'ai toujours l'impression d'être en face de Monsieur le ministre Bernard Tshibambela, qui nous a toujours reçus chez lui d'une manière très fraternelle pour l'idée, la grande idée qu'il avait de l'histoire de Bakongo. Donc je vais présenter ici les grandes lignes. D'aucuns croiraient que l'histoire de Bakongo a commencé avec la colonisation et s'est poursuivie avec l'indépendance. C'est une histoire plus ancienne. Il faut reculer dans le temps pour comprendre l'histoire de Bakongo. Jusqu'au XVIe siècle, avec l'arrivée des Portugais au XVe siècle, et au XVIe siècle, il s'est développé un commerce entre la côte, le port de Pinda, au royaume Congo, la côte atlantique et cette zone
qui est la note qu'on appelle couramment. À l'époque, on l'appelait Pumbu. Et les Belges l'ont appelé Stanley Pool ou encore Poul Malebo. Pourquoi? Tout simplement parce que les pirogues qui venaient du nord avec des produits de toute nature ne pouvaient pas continuer jusqu'à la mer. Les pirogues étaient obligées de s'arrêter là à cause des rapides, des cataractes. Et ceux qui étaient sur la côte, qui avaient le sel, qui avaient le poisson salé, qui avaient les produits qu'amenaient les Portugais, les Allemands, les Hollandais, étaient obligés de remonter jusqu'au Pumbu. Au Pumbu, Stanley Pool ou Poul Malebo, pour faire le commerce, pour avoir le poisson fumé, pour avoir les peaux de crocodile, pour avoir les pointes d'ivoire qui descendaient du nord par les pirogues. Et eux, ils avaient le sel qui manquait de ce côté. Donc il s'est établi, il s'est développé une zone d'échange entre le Congo qui venait de Luango pour faire du commerce. Au début, c'était des marchandises, c'était des pointes d'ivoire, c'était des peaux de crocodile, c'était des carapaces de tortue, c'était du sel, du poisson salé et ensuite l'alcool. Je vous dirais que le nom de fusil, Mata, ça vient du Portugais. Nous ont amené malheureusement ce commerce honteux de l'homme, l'esclavage. Et il y avait deux pistes. Une piste qui partait de l'Angola, du port de Mpinda, passait par San Salvador et aboutissait ici. Et il y a une autre piste qui partait de Luango. Luango qui passait par Ludima, qui passait par Minduli et atterrissait ici. Et cette piste de caravane, qu'on appelle aussi piste des esclaves, traversée par Congo. Et beaucoup d'entre vous le savent que cette piste, il y a même un panneau au marché Kewa. Et cette piste passait par le commissariat de Bakongo, où il y a aussi un grand panneau, je crois, qui a été installé par l'UNESCO. Ça traversait la bas de Nkuna. Nkuna, c'était là où se trouve actuellement le palais présidentiel. Et jusque à la mairie de Brazzaville, là où il y a les trois grands arbres. Dorénavant, si vous passez à la mairie, vous voyez, faites attention, il y a trois grands arbres. Ces trois grands arbres abritaient le marché des esclaves. Les esclaves qui venaient du nord, débarquaient par Yoro, par Mpila, Kimpila. Et on les acheminait à la mairie, c'est là où se passaient des transactions. Selon qu'on on a des grands muscles, on est grand de taille, on est gros, chacun avait son prix. On pouvait valoir juste un couteau, ou bien le prix juste d'un verre de sel, si on est trop maigre. Voilà ce que c'était la piste de caravane. La piste de caravane ces pistes de caravane ont eu un rôle très important dans le peuplement initial de Brazzaville. Parce que Brazzaville, toute cette zone, de notre côté, comme du côté de Léopoldville, au départ, il n'y avait que les Téké. Plus tard, les Vili, y compris, il n'y avait que les Téké. Et d'ailleurs, vous comprendrez très bien les noms. Bon, si vous enlevez le qui, Mpomo c'est 8 en Téké. Mpomo c'est 8 en Téké. On a ajouté qui, Mpomo. Donc, la piste de caravane a eu un rôle très très important, pas seulement pour le commerce, mais pour le brassage, pour le cosmopolitisme. Sans la piste de caravane, ici il n'y aurait que des Téké. C'est la piste de caravane qui a amené les Congos et les autres ici. Et certainement que certains d'entre vous ont vu les vidéos. Le ministre Tshimbamelela, paix à son âme, a longé la piste de caravane
accompagné du secrétaire général administrateur de notre plateforme, le colonel Pena, Quentin Pena, et de la troisième vice-présidente d'honneur de notre plateforme, Agathe Kodia. Ils l'ont longé pratiquement à partir en bas de la glacière là-bas. Ils ont suivi la rue Mbala Pascal, plutôt Prosper, jusqu'au marché, jusqu'à la commune, l'ancienne commune. Au fait, à l'époque, on l'appelait qui est devenu aujourd'hui le commissariat, seulement le commissariat de Bakongo, passé par Monsieur Montpala, là où était sa buvette, pour déboucher jusqu'au marché, petit marché Nkewa, et s'empruntait Perdréan. Et donc cette piste de caravane, qui n'était pas qu'une voie de commerce, c'était aussi une voie de migration qui nous a menés au peuplement actuel de Brazzaville, qui n'était qu'un peuplement téké au départ. Il y a quelque chose d'extraordinaire, et je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. Pourquoi le quartier Dahomey? Au fait, c'est une partie de Bakongo vers la case de Gaulle qui a été créée par les Dahoméens, aujourd'hui béninois. Que les Français, quand les bateaux français venaient à Luango, ils prenaient d'un côté des Sénégalais à la ville de Saint-Louis, ils prenaient d'autres à Dakar, ils prenaient aussi des Dahoméens. Les Sénégalais, pourquoi ils les prenaient? Le Sénégal a eu l'école plus tôt que nous, parce que le Sénégal est plus proche de la France. Et du coup, ils prenaient des gens qui savaient lire pour venir les aider dans le fonctionnement de l'administration, pour écrire les rapports. Parler français, savait écrire. C'est pour cela que d'ailleurs, de Brazzaville lui a confié, quand il était reparti, lui a confié la gestion du poste. Parce qu'ils connaissaient le français. Ils ont eu les premières écoles dès 1850. Nous, on a eu les premières écoles pratiquement à l'approche de 1900. Donc, ils avaient besoin de gens pour leur faire des rapports. Et ils prenaient des Sénégalais. Et ils prenaient des Dahoméens pour les utiliser comme dockers, pour charger les bateaux, décharger les bateaux. Ils les prenaient parce qu'il y avait déjà des postes, le poste de Libreville, Port-Gentil, où il y avait déjà quelques Français qu'il fallait nourrir, on leur amenait du vin, du saucisson, tout un tas de choses. Et il y avait aussi le poste de Brazzaville, plutôt de Luango. Et quand ces Dahoméens arrivaient, un bon nombre était déposé à Libreville, et vous comprendrez pourquoi il y a beaucoup de Dahoméens, des descendants des Dahoméens au Gabon. Il y en a même eu qui ont été des ministres, des directeurs de cabinet, des Dahoméens. On les appelle aujourd'hui béninois. Et ceux qui arrivaient à Luango, il y a une partie qu'ils prenaient ensemble avec les Luango pour transporter les bagages, les marchandises de Luango à Brazzaville. Il y en avait pour 2 mois au moins à pied, avec 40 à 50 kilos. La population des pêcheurs dahoméens à Pointe-Noire. Ceux qui arrivaient à Brazzaville, une fois qu'ils avaient déposé leur charge à la mairie, une partie le refluait sur Bakongo. Pour ne pas se mélanger aux Congolais dont ils ne comprenaient pas la langue, ils ont constitué le village. Donc voilà l'explication du quartier Dahomey. Mais il y a une chose plus importante à Bakongo, et dont beaucoup d'entre nous, tous ceux qui ont plus de 60 ans, ont connu: la flottille. La flottille a abrité le premier port fluvial de Brazzaville. Flotte, ça donnait flottille.
un ensemble de bateaux. Tous les bateaux de Léopoldville, tous les bateaux du Nord qui venaient de Bangui, accostaient à la flottille. Et ces bateaux, de l'autre côté, le port de Léopoldville n'était pas à Ngobila. Pour ceux qui connaissent Bakongo, vous prenez Kitenge, vous sortez sur la corniche. En face, vous avez le mont Ngaliema. C'est en bas du mont Ngaliema qu'il y avait le premier port de Léopoldville et où on avait installé le chantier de Chanik, où on construisait, on réparait les bateaux. Vous voyez très bien que si le port, leur port, était en face de Pisa, le nôtre à la case de Gaulle, mais c'était un emplacement propice. Et l'autre chose qui a favorisé le développement du port de la flottille, c'est le premier chemin de fer de Léopoldville. Matadi-Léopoldville. 1898, 36 ans avant le 7 CO, ils avaient déjà le chemin de fer. Et donc, disons, cette position, la gare du premier chemin de fer du Congo, le premier chemin de fer du Congo, 23 ans avant le 7 CO. Le premier chemin de fer du Congo n'allait pas à la mer. Iketem Fouati, Mindouli, Yangi, Kinkala, Mbamou, Migete, Bitala, Kubola, Mabaya, Mayituku. Ça allait vers Gomatete, ça revenait sur Makana, ça allait à Ngampoko, Chipeto, Mikatu, Ngampoko, Kinkuomo, Madibou. Sangolo, le premier chemin de fer traversait Sangolo, traversait Manchimou et au bord du Djoué, il traversait le Djoué. À l'époque, il n'y avait pas encore l'ancien pont du Djoué parce que le premier chemin de fer c'est 1911. Alors l'ancien pont c'est 1932. Et ça traversait par une petite île là où il y a un lavage, là où s'arrête la clôture des Mal à l'aise. Il y a un lavage. La petite île là, à un moment il y avait, je crois, un petit frère de Massengo, le Diable Noir, qui avait construit une baraque là pour le week-end. Moi j'y étais, il y a encore les rails, mais en désordre, sur la petite île. Et le train venait à la Fougère. La descente de Fouiti était trop forte. Le train allait à la Tanaf. Vous suivez la route de la Tanaf, vous allez voir que la route de la Tanaf a été creusée 1911 pour faire passer le train. Qui suivait ensuite Mfilou et sortait à Météo, Mukudjingwaka. Au passage, Mukudjingwaka qui veut dire Mokondi Yabambaka, le chef de Mbaka, le Mbaka Tour. Ça allait à Extélé. Ça traversait la zone de la milice et ce train suivait la glacière jusqu'à la flottille. Il transportait le plomb, le cuivre et le zinc de Mfati de Mindouli. Mais il y avait une autre bretelle du chemin de fer qui venait de Ngamanzambala, Renéville, et au pôle on l'appelle Reneville. C'est pour l'évacuation de la malachite, le Nguinou, la pierre verte. Les deux chemins de fer se croisaient à Migete. Pourquoi les minerais, le train venait à la flottille, on mettait les minerais dans un bateau et le bateau traversait à Léopoldville, allait jusqu'au mont Ngaliema. C'était pour que les minerais aillent par train jusqu'à Matadi. Et je précise que le premier port fluvial de Brazzaville, c'est 1900. Aujourd'hui, 125 ans. 40 ans avant le port de Mpila. Il est allé en face du petit logis. Parce que le chemin de fer était proche, était prêt à fonctionner. Donc, le port a quitté. Là où on a construit Ecobank et autres. Qui avait été construit par Monseigneur Aubois. Avant 1900, parce que les prêtres avaient leurs paroisses, leurs églises à Leketi, à Makwa, Ifonde et autres, donc ils avaient leur propre bateau et leur propre port, là, Port Léon, au bord de la corniche, derrière la mairie.
Donc, mais il y a aussi une autre chose très importante qu'il faut savoir de la flottille, la briqueterie. Les mamans l'appelaient briqueterie. La briqueterie, sans la briqueterie, Brazzaville n'aurait pas eu de maisons en dur. Les premières maisons ont été construites, notamment la cathédrale, qui a été construite à partir de 1892. Les briques venaient de la briqueterie. La briqueterie, malheureusement tout a été cassé, était presque sous le viaduc. Nous, dans l'enfance, on allait y jouer, la briqueterie. Et les mamans appelaient ça briqueterie. Et il y avait même du maraîchage, des mamans qui plantaient des légumes là, à la briqueterie. C'est grâce à la briqueterie qui fabriquait les briques en terre cuite, les tuiles en argile, qu'on a construit la cathédrale, qu'on a construit les maisons qui sont derrière Javoué. Pour ceux qui y vont, vous voyez, c'est des vieilles maisons de 1894, mais aucune fissure. La brique en terre cuite est formidable. Grâce à la briqueterie, on a construit l'actuel ministère de la Défense, qui était l'état-major de l'armée française à partir de 1910. L'état-major de l'armée française. C'est grâce à la briqueterie qu'on a construit le camp 15 août. Toutes les vieilles maisons ont été construites, même le premier hôpital général, qui était là où était le ministère de la fonction publique qu'on a détruit, et dont faisait partie le commissariat central. Ensuite, aujourd'hui, je venais de les avoir il y a un mois, mais j'ai vu les singes et les boas à la glacière. Une grande forêt où il y avait des singes, où il y avait des boas. Pourquoi on l'appelle glacière? Parce que de l'autre côté de ma foi Virgile, il y avait une petite fabrique de glace. On fabriquait la glace là-bas. Et on l'appelait la glacière. Et du coup, ça donnait ce nom à la forêt, à toute cette zone. Mais la chose importante qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est à la glacière où se trouvait la première station de pompage d'eau. En contrebas du secrétariat général du gouvernement, qui pompait l'eau. Le premier château d'eau, il est encore là, derrière le secrétariat général du gouvernement. Vous voyez une espèce de haut fourneau en pierre. C'était un château d'eau. Le deuxième, au bord de l'hôpital militaire, vous voyez cette espèce de haut fourneau, au bord, quand vous passez sur le goudron. C'était un château d'eau. Il y en avait aussi à la cathédrale. Et le dernier château d'eau était à Pila, derrière la brasserie. Et l'eau ne se limitait qu'au centre-ville, chez les Blancs. À la cité, moi je me souviens encore quand j'étais né, ma maman allait chercher l'eau à Onkelobateke, au fin fond de 5 chemins, au bord du fleuve. Dans les autres quartiers, il y avait des puits, il n'y avait pas de robinet. C'est vers 1950, entre 1950 et 1955, qu'on a créé les fontaines publiques. Et la plus grande fontaine publique, c'était la fontaine de l'école laïque, qui est devenue l'école Joseph Kewa Joseph. Et la deuxième grande fontaine publique, c'était celle de la rue Voltaire, la fontaine Balabala, à l'arrêt Soudieu. Évidemment, pour ceux qui ne les ont pas connus, ils ne peuvent pas se faire une idée parce que malheureusement, nous avons développé la culture de la destruction. Donc, toutes ces fontaines, c'était des fontaines avec beaucoup de robinets et un lavoir où les mamans venaient laver les vêtements. Malheureusement, il y avait aussi la fontaine de coupe du marché commission. Il y avait toujours une maison où les mamans, avec un bassin où les mamans faisaient la lessive. La première maison commune de Bakongo, mais c'est là où se trouve le commissariat de Bakongo. Avant, la maison commune qui est sur le goudron a été construite seulement après, juste vers la fin, je crois, du pouvoir de Fulbert Youlou, à l'approche de l'arrivée de Massamba Deba. La maison commune, aujourd'hui mairie, se trouvait
au commissariat de Bakongo. Donc, là où se trouve le commissariat de Bakongo, il y avait la maison commune, il y avait le commissariat, mais il y avait aussi le tribunal. Que tous les anciens s'en souviennent encore. Il y avait à l'époque coloniale, un corps armé qui était des auxiliaires de l'administration française, qui étaient armés pour maintenir la discipline. Au village, les mamans les appelaient les mirichés. Et leur camp était là. C'était des indigènes, donc des noirs, avec des chicottes, de tout. Souvent, ils terrorisaient les gens, surtout pour payer l'impôt. Et ce camp, c'était le camp de la milice. Au départ, c'était des maisons seulement en paille. J'ai encore quelques photos sur Internet que j'ai tirées de l'Internet. Et c'est après que c'est devenu le camp de la gendarmerie. Mais avant, bon, on aurait dû changer le nom parce que les miliciens n'existent plus, sauf les milices privées, les ninjas, les cocoys, les cobras. Mais ces miliciens, c'était des auxiliaires de l'administration française. C'était pour discipliner les indigènes rebelles. Mais ils tapaient, hein. Ils arrivent dans un village, il faut lui tuer un coq, sinon ils vous tapent tous. Ils terrorisaient la population. Et il y a un qui s'est fait bouffer même un chat parce qu'à tout moment qu'il arrivait, il fallait lui tuer un mouton, une chèvre ou quoi. Les gens ont dit, bon, cette fois-ci, on va lui faire bouffer le chat. Premier aéroport de Brazzaville. Tout le monde sait que l'aéroport était au centre sportif. Mais beaucoup de gens ne savent pas que l'aéroport a fait 30 ans, 1920, 1950, avant que l'aéroport n'aille à Maya Maya. Maya Maya qui veut dire en téké, Maya, Maya, viens, viens. L'aéroport a fait 30 ans, là. C'est dommage, il n'y a même pas un panneau. Je crois peut-être que la plateforme un jour va le faire. Le bâtiment de l'Angola Libre, c'était la tour de contrôle. Vous passez là, vous allez voir encore des trucs qui servaient d'antenne pour les communications. Capitaine Gola, l'avenue, qui est devenu André Machoua, Grenard, c'était la piste d'atterrissage. Mais là où rentraient les avions, le tarmac, dommage, c'était un grand hangar en tôle. On l'a détruit quand on a construit le gymnase. Sous d'autres cieux, on l'aurait gardé avec des épaves des avions de l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était des avions à hélice. Les premiers avions qui venaient ici, avec une hélice et 8 passagers, seulement 8, Paris-Brazzaville. 5 jours, l'avion devait se reposer. 5 jours. Aujourd'hui, en une journée, celui avec qui on a pris le café le matin, il vous appelle de Paris avec le WhatsApp. 7 heures seulement. D'un seul train. À l'époque, 5 jours avec des escales. Et cet avion ne pouvait pas traverser le désert. Il contournait la côte. Parce que ce n'est que là qu'il pouvait trouver le kérosène. À l'intérieur, il n'y avait pas de kérosène. Donc ça, je crois que nous allons y travailler, la plateforme, parce que c'est l'histoire de Bakou. L'aéroport a fait 30 ans. Et pourquoi il a été déplacé? C'est parce que à partir de 1945, ont apparu les avions à réaction, qui avaient besoin d'une piste plus longue. Et les avions à réaction ont été développés grâce à la guerre mondiale. On avait développé les moteurs à réaction pour tuer, pour faire la guerre. Une fois la guerre terminée, on a utilisé les moteurs à réaction pour les avions, le transport civil, les avions commerciaux. La piste était devenue trop courte. Si on l'a prolongée de l'autre côté, Case de Gaulle, c'est le fleuve. De ce côté, il y a le trou de Toustao. Donc il fallait trouver un autre endroit, et c'est là où ils ont repéré la zone de Maya Maya, qui appartenait à la famille Mpiaka, qui habitait là où on fabriquait l'aliment de bétail. La famille de Guy Banak, de Tonton Hall, de Jacques Le Bello et de Diata. Diata, c'est lui qui avait, parce que cette famille était propriétaire du château d'eau, du terrain du château d'eau, jusqu'à Lutassi, le plus grand propriétaire foncier de Brazzaville.
Mais est-ce qu'on peut parler de Bakongo sans parler de Rio, les premiers cinémas de Bakongo, où on allait voir le film de Zorro, le film de Tarzan, le film d'Eddie Constantine, le film de Louis de Funès, de Mangala, la fille des Indes, le film de Massiste, j'en passe. Mais sans oublier de Ali Baba et les 40 voleurs, les voleurs de Bagdad. C'était des films célèbres. Au-delà de cela, sachez-le que Notre-Dame que nous voyons là, du Rosaire, était d'abord sur la rue Nzungu, la rue Voltaire, à l'angle de la rue Voltaire avec l'abbaye, là où habitait l'abbaye. Notre-Dame n'est venue là qu'en 63, 62-63, Notre-Dame est venue ici. Notre-Dame avant était sur la rue Nzungu, qui est après Guinemer, et qui a été transformée en école ensuite. Pour terminer, sur l'importance de la... Vous voyez très bien que au départ, Brazzaville, Bakongo avait l'essentiel de l'infrastructure économique, sans oublier l'hôpital général, qui était là où était le ministère de la fonction publique. Ma foi Virgile, l'hôpital général était là, avant d'aller à l'actuel CHU. Et la première villa de Brazzaville, on ne l'aurait pas construite sans la flottille, sans la briqueterie. C'est la villa Tréchaud, là où se trouve l'ambassade de Russie. C'est la première villa qui a été construite en 1880, de 1898-19 jusqu'en 1905. Mais tiens, encore la preuve en est que les Russes en ont fait leur ambassade. Je crois que si on veut laisser des maisons à nos descendants, on devrait construire avec la brique en terre cuite. Voilà donc, j'en ai terminé. Et pour les plus anciens, ils se rappellent encore du stade Viechy, qui était un stade qui a été construit dans les années 40, qui était dans l'enceinte de Saint-Pierre. Il y avait un stade là, qu'on appelait le stade Monseigneur Viechy, où on jouait au football, et il y avait même, on y faisait la course avec des petites automobiles. Donc le premier stade de Brazzaville, ce n'est pas le stade des Boués seulement, le stade marchand. Il y avait un stade à Bakongo, à Saint-Pierre. C'était le stade Viechy. Et il y a une rue à Makelekele qu'on appelle la rue Monseigneur Viechy. Voilà donc la riche histoire de Bakongo qui participe à la grande histoire de Brazzaville, parce que sans la flottille, il n'y aurait pas de maisons à Brazzaville. On aurait hérité seulement des maisons en paille, sans la flottille, qui abritait la briqueterie. Et le premier chemin de fer, notamment pour les jeunes, notre premier chemin de fer, ce n'est pas le CFCO, c'est le premier chemin de fer, c'est Mfouati, Mindouli, Kinkala, empruntait presque la route Brazzaville-Kinkala et sortait par Kimpomo, Madibou, Sangolo, Manchimou, La Fougère, la Tanaf. Et ce premier chemin de fer avait pour principaux travailleurs, comme ils venaient de Mfouati, la majorité des travailleurs étaient de la Bouenza, un peu de la Lekomo et du Niari. Comme la gare se trouvait à la carte de Gaulle, quel est le résultat? Les premiers en dehors des Téké qui ont occupé le fin fond de Bakongo, c'est les originaires de la Bouenza, de la Lekomo et du Niari. Mais leurs descendants aujourd'hui parlent tous l'âge. Et ça, pour ceux qui connaissent Bakongo, ils peuvent maintenant comprendre. Parce que ceux qui ne connaissent pas Bakongo disent Bakongo c'est pour les Bakongo. Bakongo c'est un quartier cosmopolite. Même si tout le monde parle Lari, mais tout le monde n'est pas Lari. Et puis là-dedans, vous ajoutez une dose de Centrafricains et de Tchadiens. Avant, il y avait même beaucoup de Tchadiens et de Centrafricains à Congo. Parce que quand ils quittaient Bangui, ils venaient
accosté à la case de Gaulle. J'en ai terminé, j'ai été un peu long, mais ça méritait d'être plus long parce que ça nous permet de comprendre notre histoire. Et tout cela en mémoire du ministre Bernard Chimabelela. Grâce à lui, la plateforme a pris corps. Nous avons eu beaucoup de réunions ici. Et il était toujours disponible. Et nous ne l'oublierons jamais. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jean-Jacques Samba, pour cette évocation historique. Nous allons passer la parole à M. Florent Balandano, qui est le responsable de la commission thématique. C'est avec une grande émotion que je prends cette parole. Et parce que le ministre Chimabelela est là, c'était un grand frère. Et nous le fréquentions beaucoup et il nous a encouragés à développer le thème Mbongi. C'est un thème pour lequel j'ai fait des recherches déjà, j'avais déjà fait des recherches là-dessus. Il fallait le développer et l'adapter à Congo. Ce thème est intitulé Mbongi, du village à la cité. Et mon thème s'articule sur trois points. Le premier, ça va être la présentation du Mbongi. Le deuxième point, c'est le Mbongi traditionnel. Et le troisième point, le Mbongi moderne. Le quatrième point est en chantier parce que je voulais enregistrer, faire la liste des Mbongi au niveau de Bakongo et pourquoi pas de Brazzaville, des Mbongi modernes. La place et le rôle du Mbongi dans la tradition bantou. Il nous faudra vraiment retraduire notre modus vivendi, c'est-à-dire notre façon de vivre, nos traditions. Bien d'auteurs, sociologues, historiens, géographes, administrateurs nous ont aidés à savoir comment vivaient nos ancêtres. Mais une culture, une tradition ne se décrivent pas seulement. Elles se vivent, elles se sentent et elles se traduisent et se transmettent. Le présent exposé, succinct, est le produit de mon vécu au village et en ville, à Bakongo et à Potopoto. Je découvre le Mbongi au Congo à l'âge de 8 ans, parce que je suis né à l'étranger, dans une ville étrangère. Le Mbongi est le lieu de traduction du modus vivendi, comme je le disais tantôt, notre mode de vie, du clan, du lignage, du matrilignage ou du patrilignage. Dans les définitions, que sont le clan, le lignage, le matrilignage ou le patrilignage, le village et le Mbongi? Selon les sociologues, le clan est un groupe composé de parents ayant à l'origine un ancêtre unique. Le lignage est l'ensemble des descendants ayant un ancêtre commun. Le matrilignage est un lignage fondé par une ascendance maternelle. Le patrilignage est un lignage fondé par une ascendance paternelle. Mbongi vient du verbe Congo Bonga, dans le sens qu'on lui connaît très peu. Le Mbongi Bonga veut dire apprendre. Ainsi on dira en Congo Kweiwa Bongela Numpoto, c'est-à-dire où as-tu appris le français? Et en Angola, où il y a aussi des Congos, ils reprennent cette même phrase, mais chez eux, ça veut dire où as-tu appris le portugais? Quoi qui fait la personnalité, l'homme, l'honneur, la dignité, l'éthique, la probité morale. On s'est rendu compte que nous faisons tous le constat que notre société est presque désorganisée, déstructurée. La délinquance s'est installée et est en train de se développer parce que nous n'avons pas pu adapter
nos cultures venues du village à la modernité comme l'ont fait les Asiatiques. Comme il est dit souvent, l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Le Mbongi a connu et connaît des mutations très importantes, selon que l'on se situe dans la ruralité ou dans l'urbanité. La qualité des fruits d'un arbre dépend étroitement de la nature du sol qui l'a fertilisé. L'urbanisation et la scolarisation ont contribué à créer des hybrides que nous sommes maintenant, qui sont soit des ruraux citadins ou des citadins ruraux. Le Mbongi traditionnel, rôle et place du Mbongi. Aux temps anciens, le Mbongi jouait le rôle de foyer familial communautaire. Il était placé au centre du village. C'est une case commune, une maison commune dans le village, soit un hangar ou un préau de rassemblement. Il s'y transmet le savoir et la tradition. C'est une institution de débat, de palabre et de conceptualisation. C'est une case de réunion où l'on apprend, un centre d'apprentissage. La transmission du savoir se fait non seulement en direction des jeunes, par les anciens, donc les plus âgés, mais il existe aussi des échanges d'expériences entre les plus âgés, notamment lors de la découverte de nouvelles techniques dans les différents secteurs, l'agriculture, la forge, la chasse, la pêche, le planting des arbres fruitiers, la construction de l'habitat et l'élevage. Le Mbongi est la case commune des êtres visibles et invisibles, donc les vivants et les morts, d'où les assertions entre autres Mbongi Kobele ou Bamoyo Nabafwa, Obese Mbongi, ce qui veut dire les vivants et les morts consolident le Mbongi. Le Mbongi est aussi un tribunal de justice et un parlement communal. Il s'y résout des malentendus et des contentieux entre membres du village qui sont du clan du lignage. Le Mbongi est le lieu de consolidation de la vie communautaire du village par des échanges de toutes sortes, dont le partage de repas en commun. Nombreux sont les parents, enfants, orphelins, handicapés, qui ont grandi au Mbongi sans apporter quoi que ce soit comme contribution. De l'organisation dans le Mbongi. Le Mbongi est composé des anciens, c'est-à-dire des vieux, des adultes et des jeunes. Le chef du clan est le chef du Mbongi, mais il n'a pas un pouvoir suprême. Toute solution est obtenue par consensus. Les femmes et les filles font partie de la communauté du Mbongi, mais ne se retrouvent pas sous le toit de cette maison communautaire. Celle-ci se retrouve au domicile de la femme la plus âgée du village, réputée sage. Description intérieure du Mbongi. C'est un espace de vivant autour du feu en forme de cercle. Espace réservé aux morts. C'est un endroit au fond de la salle où l'on verse en premier le vin, où l'on dépose une portion de nourriture avant la consommation par les occupants du monde. La symbolique du feu. Pourquoi le feu? L'on sait que le feu réchauffe, mais consume aussi. Le feu est toujours placé au milieu du Mbongi, autour duquel se placent les parents. Le feu est attisé constamment avec le bois de chauffe, apporté après les travaux champêtres par les jeunes. Le feu non attisé apporte le froid. Il faut s'en approcher pour avoir la chaleur. C'est comme la famille. L'on a le devoir d'attiser l'amour pour avoir en retour les bienfaits de celui-ci. La prise de parole dans le Mbongi. Dans le Mbongi, la parole ne se prenait pas n'importe comment. Ce sont les vieux qui s'exprimaient en premier. Venaient les adultes en second et les jeunes en dernier. Les vieux prennent la parole à volonté sur n'importe quel sujet. Les adultes parlent peu et sur des sujets précis. Les jeunes ne s'expriment que lorsque on leur accorde la parole. Il est à rappeler qu'il n'y a pas de chef suprême au Mbongi qui décide seul. Tout s'obtient
par consensus. Est-ce que les femmes avaient aussi le droit d'être au Mbongi? Je disais tantôt que le Mbongi appartenait à tous, hommes comme femmes, du clan habitant le village, en dehors des femmes n'étant pas du clan, habitant le village par alliance, par le lien de mariage, ce qu'on appelait les Kama, Bakama. Toutes les femmes dans la vie quotidienne approvisionnent le Mbongi en mai. Ce sont les enfants, garçons le plus souvent, qui assurent le transport de ces plats. Elles-mêmes, les femmes, ne participent pas aux rencontres au Mbongi, sauf en cas de force majeure, mariage, mariage coutumier, palabre, contentieux, et sur invitation et convocation. Mais les femmes ont leur Mbongi relié au Mbongi familial. Le siège de ce Mbongi est la demeure de la doyenne du clan vivant au village. Ce Mbongi des femmes joue le même rôle que celui réservé aux hommes, notamment pour l'émancipation des femmes et différents échanges, partage. C'est la formation, ça assure la formation et l'enseignement de la tradition sur les interdits, les totems. Il existe aussi un Mbongi spirituel. Dans les traditions bantoues, il y a bien le Mbongi spirituel qui, pour certains, existe jusqu'à ce jour. Nos ancêtres en faisaient partie et ils regroupaient tous ceux qui avaient le mérite d'être initiés. La culture et la pratique du Mbongi spirituel ont été pérennisées par les Bantous, au Congo, en RDC, en Angola, au Gabon. Au Congo, nous pouvons citer, entre autres, le Kingunza, pratiqué aussi à Bakongo. À côté des définitions citées plus haut, il est à reconnaître que dans le Mbongi spirituel, le monothéisme est de mise, ponctué par des croyances liées à la vie courante, croyances au génie des eaux, au génie de la forêt, au génie des cités et au génie des montagnes. D'où le rituel de verser quelques gouttes de vin et dispersion d'une quantité symbolique de nourriture avant toute consommation au Mbongi familial et avant chaque cérémonie familiale. Notons que dans le temps, le chef de clan était en même temps chef de village. Actuellement, dans cette norme n'est pas respectée dans certains villages. Le Mbongi moderne. Nos traditions familiales reposent sur la ruralité, mais nous sommes tous devenus des hybrides, c'est-à-dire des ruraux citadins ou des citadins ruraux, avec des avantages et des inconvénients. L'on a ôté au Mbongi le rôle de formateur de l'individu dans l'interaction sociale pour ne lui laisser que celui de l'arbitrage des élégances distractives et ludiques. Nous avons défini le Mbongi comme un régulateur du mode de vie en cité urbaine pour la jeunesse en créant des établissements publics, des maisons de la connaissance et de l'expérience. Ces lieux sont des espaces de plaisir d'émanciper l'homme pour qu'il soit accompli. En guise de conclusion, la société congolaise a l'intérêt de voir de revenir aux fondamentaux du monde qui ont été abandonnés pour que celle-ci, l'éducation et la justice, je vous remercie. Mais nous continuons le travail pour recenser les Mbongi qui ont existé dans Bakongo. Parce que je me souviens que nos parents, il y a eu des structurations, parce que les catégories d'âge, toutes les catégories d'âge n'y étaient pas les autres. Voilà, merci bien, monsieur le modérateur. Merci. Vous avez déjà fixé qu'au départ, à Bakongo, il y avait des Mbongi. Des Mbongi avant d'arriver à la vie moderne. À la vie moderne. Et je pense que dans le verre de Mécom, il y aura une illustration de cette vie de Mbongi au temps moderne. Bon, avant d'arriver à ce que l'illustre disparu Bernard Chibambelela a écrit sur la glacière, nous allons passer la parole à un membre de la plateforme
qui est au bureau exécutif de notre plateforme, le colonel Salabandi. Deuxième vice-président. Nous allons l'écouter, s'il vous plaît, prêtons l'oreille. Notre grand frère, je m'embêtais à surpris tout le monde. Parce que dans la nuit, il a trouvé la mort, la journée, il m'avait appelé. Et malheureusement, quand j'apprends sa mort à 2h50, je n'ai pas cru, et puis bon, je l'ai appelé à son numéro à 5h30, et c'est son fils qui a répondu, et il m'a dit que papa était mort. En fait, mon témoignage, c'est pas celui-là, mais je voulais vraiment pas signer. Je voulais témoigner sur un fait tout à fait remarquable, sur sa bonté. Vous savez qu'en 2017, on avait signé des accords de paix dans le pool. Et en 2019, j'avais été désigné pour conduire une équipe en Bazanunga pour le ramassage des armes auprès des ex-combattants. Donc j'avais une équipe de plus de 16 personnes. Bazanunga n'a pas d'hôtel. Et comme il était député de la localité, je suis venu le voir pour dire, grand frère, j'ai une équipe, je l'ai connue à Bazanunga. Malheureusement, il n'y a pas de structure, comment on fait? Et il avait dit ses consignes au gardien qui était là-bas pour que sa maison qu'il avait à Bazanunga soit apprêtée et mise à ma disposition. Donc je suis resté dans cette maison pendant 4 mois et demi avec les 16 personnes qui étaient avec moi, dont des militaires, des civils et des représentants du pasteur. Et j'ai procédé à la réparation de la armes pendant 4 mois et demi, c'était un record. Je dormais dans sa chambre. C'est un grand frère pour moi. Et chaque fois, je ne peux pas faire 3 ans à produire dans sa tête. Quand il m'appelait, c'est comme la première fois que j'allais ici au milieu, parce que je ne croyais pas ça, c'est arrivé. Dieu a voulu ça. Voilà, je suis merci. Monsieur Tibambelela, président d'honneur de notre plateforme, avait écrit un texte sur la glacière. Nous voulons vous lire ce texte issu de son inspiration. Je lis. La glacière, parlons-en, cette forêt. Pourquoi la glacière? Tout simplement parce qu'on y fabriquait des pains de glace. Du reste, on y trouve encore le site. C'est un Européen qui en était le propriétaire, non pas la glacière, mais l'endroit même où il fabriquait ses pains de glace. C'est une belle PME de proximité, car le produit était écoulé en ville. Je parle, c'est Luce Tibambelela qui parle, le jeu c'est lui. Je parle de la cité européenne, la cité des premiers colons au Congo. C'était aussi la cité administrative, car le premier administrateur français ayant été nommé par l'administrateur Savorgnan de Brazza, y résidait. C'est Charles Chavannes qui y habitait à partir de 1884. Il était l'ami intime et secrétaire particulier de Savorgnan de Brazza. Lorsqu'il quitta une fois pour le promontoire du plateau, il n'existait rien. Brazzaville n'était qu'un poste nominal, plutôt que réel, écrivait Léon Guiral, un Français en mission.
C'est Charles de Chavannes qui implante la ville à partir du 30 septembre 1884. Cette cité devient le cœur du pouvoir colonial car c'est à cet endroit qu'elle construit vers 1901-1902 le palais des commissaires puis des gouverneurs. C'est l'actuel palais du peuple. Là vous voyez la proximité entre la glacière et le palais du peuple. Oui, la glacière, parlons-en pour la mémoire. Ses limites, sans connaître sa superficie, la glacière se situait là où se trouve le quartier La Glacière, en référence à la relique de la grande forêt d'antan qui existait à Bakongo. Une partie de celle-ci était devenue le stade Yougos, à l'endroit même où se trouve l'église Notre-Dame du Rosaire de Bakongo. La glacière séparait la cité européenne de Bakongo, disons, du quartier indigène de l'époque. Une sorte de mur de séparation naturelle. Les Européens veillaient à ce qu'elle demeure, cette séparation. La glacière, cependant, il y avait une piste qui éventrait la glacière et débouchait à l'endroit même où se trouve actuellement le centre médico-social de la présidence de la République. Cette piste comprenait ceux qui allaient travailler en ville. Ils possédaient une carte professionnelle car ils étaient contrôlés. Quand ils étaient contrôlés, ce n'était pas n'importe qui pouvait se rendre en ville. Il y avait la ségrégation. Que dis-je? C'est l'apartheid. Mon père, premier artisan boucher de Bakongo, Mampuya Mangombe, muni de sa carte professionnelle, passait par là pour se rendre chez son chef, un boucher français. Le ministre Dieudonné Ganga a déjà parlé de lui dans notre plateforme. Il l'a vu, il l'a connu lorsqu'il était adolescent. La glacière révèle l'histoire des relations entre le quartier indigène de Bakongo et la ville. La glacière, parlons-en, pour la mémoire de tous. Une référence pour notre génération, car on y jouait malgré l'interdiction formelle de nos parents. C'était pour moi et pour bien d'autres écoliers un lieu de refuge lorsqu'on faisait l'école buissonnière. Quel plaisir! Ah, l'école buissonnière. J'y allais car je n'aimais pas l'école. J'y allais avec Médard Mbemba, alias Karam, mon ami. C'est le frère aîné du colonel Raphaël Salabansi. Tous deux n'aimaient pas l'école, surtout lorsque maîtres nous bastonnait et les plus grands nous menaçaient quand on ne leur amenait pas les beignets ou le fameux pain de la boulangerie Tonon. Oh, il y avait d'autres lieux, refuges comme la baignade au fleuve, en contrebas de la casse de Gaulle, la Gaîté, mais aussi la Palmera aujourd'hui disparue, abattue. Je n'aimais pas l'école. La glacière était non pas seulement mon refuge, mais aussi mon paradis. La glacière, parlons-en encore et encore, pour la mémoire. On y jouait. On y jouait à Tarzan, en nous servant des lianes pour sauter d'un arbre à l'autre, d'une branche à une autre, au cri de Tarzan, ce monstre sacré que nous admirions au cinéma Rex à côté de Notre-Dame du Rosaire. Il voltigeait en forêt, causait avec les bêtes sauvages et dormait avec elles.
nous étions Tarzan. Parlons-en de la glacière. Il y avait des serpents, oui, mais ce n'était pas notre affaire. Ce qui nous attirait était plus fort que le venin des serpents. Il y avait aussi des animaux sauvages de toutes sortes, singes, antilopes, la côte, etc. Mais aussi des pitons. Ils ne nous effrayaient guère. Nous étions des Tarzans. D'ailleurs, toutes ces bêtes fuyaient et tremblaient dès que nous rentrions en forêt, en maître incontesté. Nous, Tarzan, nous n'avions peur de rien. Parlons-en, le ravin de la glacière. C'est aussi le premier lieu de captage d'eau potable pour la ville. Le témoignage existe encore avec l'existence des châteaux d'eau se trouvant au palais du peuple, mais aussi au camp militaire. Il vous en a parlé le 15 août. Ainsi, la glacière hébergeait la première usine de l'eau potable au Congo. Ah, la glacière, quand tu me prends, un lieu d'expression de courage, de naïveté aussi, un lieu refuge qui a failli me faire perdre les études, car j'aimais jouer dans la glacière. Je t'aime encore, la glacière. La glacière est une grande marque de mon enfance, un symbole, le symbole de Back City, le symbole de notre adolescence. La glacière. Je t'ai laissé en vie quand je quittais Bakongo pour aller habiter à Wenze chez ma mère. J'avais 12 ans. Et hélas, tu n'existais plus, car morte, assassinée. Tu as été détruite dans les années 60. Ton cours d'eau mis à nu, vidé de son lit, est amaigri et ne vit qu'au rythme de grandes pluies. Tu t'es mis à mort, assassiné, plus de baignade de nuit, plus de cris d'oiseaux et de singes, plus de sifflements de vent, plus de souffle de vie, tout est pierre. Adieu ma glacière, adieu notre glacière, je ne t'oublierai jamais, ton image reste gravée en moi, je t'aimerai toujours, notre glacière, parlons-en encore, Bernard Tibambele. Ou plutôt, ceux qui ont exposé sont à votre disposition. Uniquement 3 questions. Si on peut se limiter à 3 à 5 questions, ce serait une bonne chose. Le commissariat est toujours là. Pour la distance de ma collègue est toujours là également. À côté, c'est l'annexe du commissariat. Et puis derrière, il y a des habitations. C'est là où on nous aide. Je voulais avoir des précisions sur ce que tu as dit là parce que j'ai été commissaire pendant 4 ans un peu. C'est beaucoup, mais je n'avais pas cette dimension. Je voulais un peu de précision. Pour ceux qui n'ont pas connu Bakongo, comme nous en avons eu la chance, la commune de Bakongo était là-bas, à côté du commissariat. Par contre, Potopoto est toujours, la commune de Potopoto, c'est toujours au même endroit, avec, à l'époque, il y avait aussi un commissariat. Et à Bakongo, donc, vers le marché de Tangoma, c'était le commissariat de police, c'était aussi la maison commune. Quelques-uns pourront se rappeler encore des premiers maires de Bakongo. Et il y avait aussi, au fait, le tribunal s'était scindé parce qu'il y a une partie du tribunal qui était partie sur la rue Montaigne. Lorsqu'on quitte le marché de Tangoma, lorsqu'on descend, il y a un endroit où, d'ailleurs souvent c'est inondé, mais à l'époque c'était jamais inondé, parce qu'il y avait un grand caniveau qui partait de là jusqu'à l'école des filles pour déboucher sur
le Zangadabangombe. Bon, si maintenant c'est inondé, c'est parce que tout est bouché. Donc voilà la précision que je voulais. Donc ce n'est que bien après, en 63, 62, 63, que la commune a quitté le commissariat pour venir sur l'avenue de 3 francs, donc Gunemer, construite dans le même modèle que la commune de Mungali et la commune de Wenze. Parce que les trois, et ensuite il y a eu la commune aussi de Makelele, toujours un peu sur le même modèle avec un étage. Mais c'était surtout Wenze, Mungali et Bakongo, c'était fait sous le même modèle. Comme l'a écrit l'illustre disparu, le ministre Bernard Tshimbabelela, en fait, quand on a construit le commissariat, on a construit la commune et puis le tribunal. Derrière, c'était des habitations, je crois, du personnel qui travaillait à la commune, au commissariat et le maire aussi habitait par là. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant où le maire habite dans un arrondissement parfois très lointain. Mais à l'époque, les maires étaient toujours à côté de la commune. C'est ainsi qu'au centre-ville, le maire de Brazzaville, jusqu'à l'arrivée du premier maire congolais, Fulbert Youlou, le maire habitait derrière la mairie. C'est la petite maison bleu-blanc qu'on voit encore lorsqu'on passe sur la corniche. C'était la résidence des maires. Donc les maires n'habitaient pas à 10 km de la mairie, ils étaient à côté, derrière la mairie. Et cette maison que vous voyez sur la corniche en ville, elle est de 1912. La petite maison bleu-blanc que vous voyez là, c'était la maison où habitaient les maires quand c'était des blancs, jusqu'à l'arrivée du maire Fulbert Youlou en 1956. Parce qu'avant, les maires étaient toujours des blancs, à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Le premier maire congolais à Pointe-Noire, c'est Robert Stéphane Tchétchène, celui dont on voit la statue à 10 maisons. Et le premier maire congolais de Brazzaville, c'est Fulbert Youlou en 1956, avant que nous ne soyons indépendants. Avant même qu'on ne proclame la République du Congo le 28 novembre 1958. Les maires étaient devenus des Congolais. Derrière le commissariat, il y avait le camp des policiers. Tous les policiers qui travaillaient au commissariat de Congo, y vivaient. En tout cas, ils occupaient une grande partie. Une grande partie. Et si je me souviens bien, lorsqu'on tourne le dos au marché Tangoma, à gauche du commissariat, il y avait une maison spéciale là où devait habiter le commissaire. Et après le commissaire, il y avait cette fontaine publique qui bordait la rue Jules Grévy. Voilà pour le complément. On a été très attentif à tout ce qui a été dit ici. Monsieur le secrétaire général nous dit qu'il faudrait libérer les reporters. Donc je pense que, une fois de plus, merci pour votre attention et nous avons aussi honoré la mémoire de monsieur Bernard Tshimbabelela. Que son âme repose en paix. Brillant exposé sur Bakongo, de ses origines à maintenant. On a appris beaucoup de choses. Mais s'il faut revenir à la mort de quelqu'un, souvent on se contente des moments de recueillement. Vous avez voulu le faire autrement à travers une conférence, disant un focus. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi? Oui, le pourquoi, c'est qu'on voulait honorer la mémoire de M. Bernard Tshimbabelela, qui a été le président d'honneur de notre plateforme. Parce que la plateforme est constituée d'un certain nombre de personnes, dont la plus grande
partie, c'est des natifs de Bakongo, mais également d'autres personnes qui y ont habité pendant longtemps et qui ont tenu à valoriser l'histoire de Bakongo. Et le ministre Chimbambelela, qui était né à Bakongo, qui à partir de l'âge de 12 ans est parti à Wenze, a tenu à regrouper autour de lui un certain nombre de personnes pour valoriser cette histoire. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, Bakongo, beaucoup confondent Bakongo au Bakongo. Ça, c'est méconnaître l'histoire. Vous savez très bien que les premiers habitants, que ce soit de notre côté, du côté de Brazzaville ou de l'autre côté, du côté de Léopoldville, à l'époque, c'était des Téké. Et j'ai expliqué longuement comment la piste des caravanes, les deux pistes des caravanes, dont l'une partait de l'Angola et l'autre partait de Luango, ces pistes qui avaient un but commercial pour mettre en liaison les gens qui descendaient en pirogue du nord du Congo avec un certain nombre de marchandises, les pointes d'ivoire, les peaux de crocodile, le raffia et beaucoup d'autres produits. Et puis, de l'autre côté, nous avions les gens qui venaient de la côte. Ils venaient de la côte de l'Angola, c'était les Congos, et de la côte du Congo, les Luango. Ces gens amenaient certaines marchandises qu'on ne trouvait pas ici. Le sel, qui était très important dans l'alimentation, le poisson salé et tous les produits manufacturés qu'apportaient les Portugais, les Hollandais, les Français. Et cette piste commerciale, malheureusement, est devenue la voie de l'expatriation malheureuse des esclaves, l'éloignement de leur terre natale. Et cette piste, ces deux pistes ont permis la migration des Congos, qui étaient du côté de l'Angola, vers ici, et des Luango, y compris tous ceux qui étaient installés dans ces contrées qui étaient traversées par la piste des caravanes. Donc les gens du Niari, en dehors des Luango, les gens du Niari, de la Légoumou et de la Bouenza, empruntaient cette piste pour arriver jusqu'à Brazzaville et s'y installer. Et Monsieur l'historien, cela a été à l'origine du cosmopolitisme. Donc ces deux contrées, des deux côtés du fleuve, qui étaient des contrées Téké, un homme, un peuple qui ignore son histoire, c'est un homme ou un peuple sans avenir. Or, nous sommes inquiets. C'est cette inquiétude qui nous a animés de voir les vestiges de l'histoire de Bakongo ont, pour la majorité, disparu. Si vous allez à la flottille, vous ne verrez rien du premier port de 1900. Vous allez à la flottille, vous ne verrez rien du premier chemin de fer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du premier hôpital? Il ne reste plus que le commissariat central. Vous allez au centre sportif, le hangar où rentraient les avions, qui abritait les avions. oui, je vous ai témoigné là, de Bakongo. Ah, d'accord. Ah,
Dans le fauteuil. La femme. Les journalistes là, ils ont dit, vous cachez tout en train de diffuser. La paix de forme. Oui, oui. Non, l'histoire là. Hein, on peut faire. Non, ils ont dit. J'ai dit non, je vais en parler en réunion. On peut monter des films comme ça. Du premier chemin de fer, Machine Manconi, Fati Brazzaville. Parce que le premier chemin de fer n'allait pas à Pointe-Noire. Mais il revenait sur. Qui ne connaît pas son histoire n'a aucun appétit. Non, ça va. Je passe avant le... Merci. Et tata.